Alors, l'impôt sur les sociétés au Maroc, un sujet qui peut paraître un peu complexe, non? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble. On plonge directement dans le texte officiel, le Code général des impôts de 2026. L'idée, c'est de rendre les choses vraiment claires, de traduire le jargon juridique en quelque chose de concret. Allez, c'est parti. Et pour faire ça bien, on ne va pas s'éparpiller. Notre seule et unique référence, c'est ce document, le Code général des impôts. C'est la source. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la loi. Point final. C'est le texte qui dicte les règles du jeu et c'est lui qui va nous servir de guide tout au long de cette explication. Parce que, soyons honnêtes, un texte de loi, c'est souvent dense. La vraie question, c'est concrètement, pour une entreprise qui opère au Maroc, ça veut dire quoi? Qui doit payer? Comment on calcule le montant? Et puis surtout, comment on fait pour être sûr de ne rien oublier et de rester dans les clous? C'est à toutes ces questions très pratiques qu'on va répondre maintenant. Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va définir ce fameux impôt sur les sociétés. Ensuite, on verra qui est concerné. Puis, on passera au calcul du bénéfice, au taux d'imposition et pour finir, aux obligations déclaratives. C'est notre feuille de route pour que tout soit limpide. Allez, on attaque avec la première partie. On va commencer par la base de la base, la question fondamentale. L'impôt sur les sociétés, qu'est-ce que c'est exactement? Alors là, l'article 1er du Code va droit au but. L'IS, ou impôt sur les sociétés, c'est tout simplement un impôt direct qui s'applique sur les bénéfices. En gros, si une entreprise gagne de l'argent au Maroc, l'État lui demande une partie de ses gains. C'est une sorte de contribution sur la richesse créée. Le concept de départ est aussi simple que ça. Bon, maintenant qu'on a la définition, la question suivante est évidente. Qui doit payer? Est-ce que ça concerne absolument tout le monde? Et puis, qu'en est-il de la localisation? Est-ce que ça s'applique uniquement à l'activité sur le sol marocain? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et là, l'article 2 nous montre que le filet est assez large. Bien sûr, on pense immédiatement aux sociétés commerciales classiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va bien au-delà. Prenez un établissement public ou même une association. Ils peuvent aussi être soumis à l'IS. Il n'y a qu'une seule condition, qu'ils aient une activité lucrative. Finalement, ce qui compte, ce n'est pas le statut juridique, mais bien la recherche de profit. Et tout de suite après, l'article 3 nous dit qui est, au contraire, hors du champ d'application. Et là, on trouve principalement ce qu'on appelle les sociétés de personnes, par exemple les sociétés en non collectif. Pour faire très simple, ce sont des formes de sociétés où l'identité des associés est plus importante que les capitaux. Dans ces cas-là, par défaut, ce n'est pas la société qui paie l'impôt, mais chaque associé individuellement sur sa part de revenus. Alors là, on touche à un point absolument fondamental, le principe de territorialité, que l'on trouve à l'article 5. La règle d'or, c'est que peu importe le siège social de l'entreprise, peu importe sa nationalité, si elle réalise une activité et génère des bénéfices au Maroc, eh bien elle sera imposée au Maroc sur ses bénéfices, même si c'est ponctuel. Une entreprise allemande qui gère un chantier à Casablanca, elle paiera l'IS au Maroc sur les profits de ce chantier. C'est le lieu où l'argent est gagné qui prime. Ok, on sait qui paye et sur quoi. Maintenant, passons à la pratique, le calcul. Comment on passe du chiffre d'affaires brut au fameux bénéfice imposable, la base sur laquelle l'impôt va être réellement calculé? En fait, la logique du code est assez simple. C'est une formule en deux grandes étapes. Voilà la mécanique de base, le cœur du réacteur de l'IS. On prend l'ensemble des revenus, ce qu'on appelle les produits, et de ce total, on soustrait l'ensemble des dépenses nécessaires à l'activité, les charges. Produit moins charge, ça donne le bénéfice fiscal. Ça a l'air simple dit comme ça, n'est-ce pas? Mais c'est dans la définition de ce qui est un produit imposable et une charge déductible que tout se joue. Première étape donc, les produits. Qu'est-ce qu'on compte là-dedans? L'article 9 nous donne la liste. Évidemment, il y a le chiffre d'affaires, c'est la base, mais ce n'est pas tout. Par exemple, si une entreprise vend une machine d'occasion et réalise un profit dessus, ce gain est un produit imposable. Si elle reçoit une subvention, pareil. En fait, la logique est assez simple, quasiment toute rentrée d'argent ou de valeur est considérée comme un produit. Maintenant, la deuxième étape, ce qu'on peut déduire. Les charges. Les articles 10 et 11 nous expliquent tout. Il y a les charges qu'on connaît tous, les achats de matières premières, les salaires, les loyers, mais il y a aussi des concepts un peu plus comptables qui sont cruciaux. Par exemple, les amortissements. L'idée, c'est que si on achète une grosse machine, on ne déduit pas tout le coût d'un coup, on l'étale sur sa durée de vie. Et il y a aussi les provisions. Quand une entreprise anticipe une perte future probable, disons un litige avec un client, elle peut provisionner cette charge. Mais attention, la règle d'or, c'est que pour qu'une charge soit déductible, elle doit être engagée dans l'intérêt de l'exploitation. Bon, on a notre base imposable, produit moins charge. On pourrait penser que c'est fini, qu'il suffit d'appliquer un taux. Mais pas si vite. Le législateur a prévu des exceptions, des sortes de jokers. Ce sont les exonérations. Et ensuite seulement, on applique les taux.
C'est là qu'on va enfin savoir combien l'entreprise doit payer. Et là, l'article 6 est vraiment passionnant, parce qu'il nous montre que la fiscalité, ce n'est pas juste pour remplir les caisses de l'État, c'est un vrai levier économique. On a des exonérations permanentes pour certains organismes, mais le plus parlant, ce sont les exonérations temporaires. Le cas le plus frappant, une entreprise industrielle qui vient de se créer est totalement exonérée d'IS pendant ses 5 premières années d'activité. 5 ans. Zéro impôt sur les bénéfices. Le message politique derrière est limpide, le Maroc cherche à attirer les investissements industriels et il se sert de l'impôt comme d'une véritable carotte fiscale. Alors pour les entreprises qui ne sont pas exonérées, quel est le taux? Le taux standard, le chiffre que la plupart des entreprises doivent avoir en tête, c'est 20%. C'est le taux normal, la référence. Mais ce serait trop simple si ça s'arrêtait là. Parce que ce taux de 20%, ce n'est en fait que la première marche. L'article 19 nous dévoile un système à plusieurs vitesses. Et il y a un palier qui change tout, 100 millions de dirhams de bénéfices nets. Une entreprise qui franchit ce seuil voit son taux d'imposition grimper en flèche, jusqu'à 35%. On parle d'une augmentation massive. Et ce n'est pas tout. Certains secteurs, comme les banques ou les assurances, ont leur propre taux spécifique. On a donc un système qui se veut progressif. Plus les bénéfices sont élevés, plus le taux d'imposition est important. Très bien, on a calculé les bénéfices, on connaît les taux, on sait ce qu'on doit. Maintenant, il faut passer à la caisse. Et surtout, le faire dans les règles. Cette dernière partie est consacrée aux obligations administratives, à tout ce qu'une entreprise doit faire pour être en parfaite conformité. Le parcours de conformité fiscale, c'est un cycle qui dure toute la vie de l'entreprise. Tout commence au jour 1 avec la déclaration d'existence. Ensuite, c'est un travail quotidien et rigoureux, tenir une comptabilité impeccable. C'est la colonne vertébrale de tout le système. Et enfin, il y a le grand rendez-vous annuel, la déclaration du résultat fiscal et bien sûr le paiement de l'impôt. C'est un processus en plusieurs étapes et il ne faut en rater aucune, car le moindre oubli peut coûter cher en pénalité. Alors, au terme de ce décryptage, que peut-on retenir? On voit se dessiner un système avec deux visages, presque un dilemme permanent. D'un côté, la nécessité de collecter des recettes pour l'État, avec ce taux standard de 20% et un taux plus élevé de 35% pour les très grandes entreprises. Et de l'autre, une utilisation de l'impôt comme outil pour attirer les investisseurs, avec des mesures très incitatives comme les 5 ans d'exonération pour les nouvelles industries. La question de fond qui demeure, c'est celle de l'équilibre. Comment l'État peut-il à la fois financer ses missions et créer un environnement fiscal attractif? C'est tout l'enjeu de ce code, un texte qui n'est jamais figé et qui évolue constamment pour tenter de répondre à cette question.